Et voilà, c'est parti. Nous sommes en direct sur la chaîne d'au-delà du confinement. Nous sommes au-delà du confinement. Vous voyez, on y arriverait bien un jour. C'est la 64e, mine de rien. Donc, ça donne un peu une idée du temps qui s'est écoulé. Alors, on m'a demandé si j'arrêterai un jour. Je ne sais pas. On verra bien. Donc, pour l'instant, ce soir, ben, de nouveau, 3 invités. Il y a Flo, Florence est là, depuis une destination inconnue. Il y a, alors je ne sais pas comment interpréter ce signe c'est les signes du Verseau, non, Oui, liquide. Voilà. C'est ce qui est venu. C'est un éking un peu mouvementé. Donc, Michael. C'est bien pour la 64e, c'est les 64 hexagrammes du viking. Voilà. C'est un double yin ou un double yang. Michael. Et puis Shadi, depuis Marseille. Shadi qu'on a déjà vu quelques fois sur cette chaîne. Je parle de chaîne parce que hier, Rolf parlait d'émission, donc ça me faisait sourire. Que Rolf Doppelberg parlait d'émission comme c'était une émission télé. Donc, Shadi, depuis Marseille, Téhéran. Vous voyez, c'est le quartier Téhéran de Marseille ou le quartier Marseille de Téhéran. Je propose qu'on écoute tout de suite Florence. Florence est là. On t'écoute, Florence. Donc moi, je vais lire un extrait de mon recueil publié chez Maelstrom, qui s'appelle donc « Cette ombre n'est pas la sienne ». C'est le bootleg numéro 137 et qui est paru il y a tout juste 3 ans. Ils sont là. Dans le premier bourgeon à être né, dans la première feuille que l'automne a fait tomber, ils sont là. Dans les racines toujours en terre de l'arbre arraché, dans les vagues qui n'atteignent et ne connaissent pas le rivage, ils sont là. Où on les attend, où on ne les attend pas, ils sont là. Dans l'instant entre deux battements, dans le creux entre les doigts, dans l'espace entre les lèvres, ils sont là. Dans la danse des soirs qui veulent vivre, dans le chant des matins qui veulent mourir, ils sont là. Dans la tendresse qui a été, dans celle qui jamais ne sera, ils sont là. Dans l'ombre de l'ombre, ils sont là. Dans le caillot qui se glisse dans ta chaussure, dans le pas fait pour s'approcher de toi, dans celui fait pour te fuir, ils sont là. Dans les ongles qui te griffent, dans les doigts qui t'effleurent, dans la main sur ta nuque, ils sont là. Dans le sourire qui t'est confié en tremblant, dans le regard porté sur ton visage, découvert pour la dernière fois, vu pour la première fois, ils sont là. Dans la douceur que ta peau offre aux larmes, dans le silence qui remercie tes mots, ils sont là. Mes absents sont là. Ils sont l'ombre de mon ombre que je brode d'un fil d'or pour que tu suives le chemin et que tu me rencontres. Montre-moi l'ombre de ton ombre. Brodons-les avec le fil de nos veines et contemplons l'or à nos pieds. Voilà. Merci Florence. Eh bien, on va passer à Michael. Ok.
te laisse la parole, Michael. Ouais. Alors, 18h37, moi j'ai beaucoup de choses, j'ai trop de choses, comme fait une invitation, c'est toujours le problème. Donc je vais prendre un peu ce qui me vient, un peu en résonance avec le festival et la question. Je me suis reposé ce matin la question de la thématique du chant de la transition. Et j'ai pensé, ça va être une contribution autour des pierres et de l'eau. Je vais commencer par lire un texte que j'ai écrit il y a à peu près 2 ans dans un coffret qui s'appelle le 17e signe, qui rassemblait en fait une double pièce électroacoustique, un film et des textes qui résonnent toujours en fait entre le dedans et le dehors, l'intérieur et l'extérieur. Et je vais commencer donc par ce texte qui a une exergue en fait. À celui qui commence l'âge mondial du Verseau, on attribue une spiritualisation générale qui s'annonce d'abord de façon destructrice comme nivellement. Ernst Junger. Il y a aujourd'hui un parallèle singulier qu'il faut nommer entre le monde et les êtres. D'un côté, un feu climatique brûle, le réchauffement. La banquise craque et fond en larmes, les eaux montent et commencent à submerger la lande, les archipels, les îles, bientôt les côtes. La terre perd les eaux et nous commençons à retenir notre souffle. Des images de déluge et de réfugiés climatiques parcourent les galeries hollywoodiennes. Un Aquarius erre entre les eaux. Le mont Ararat ressurgit dans nos inconsciences. De l'autre, un feu capitaliste brûle, en un flux tendu liquide et ininterrompu de marchandises, comme une lame de fond, une déferlante dystopique. La liquidité, le fantasme du désir maître capitaliste, a gagné la paix. Et les rêves de marchandises nous ont transformés en marchandises. Notre ontologie même est devenue le produit, un rhizome statistique des terres informationnelles. Notre vie s'abolit en données. Die Erfahrung ist in kurz gefallen. Et il semble bien qu'il continue à sombrer indéfiniment. Le niveau des eaux de l'information grimpe exponentiellement dans sa froideur quantitative et numérique. Elle remplit l'espace de son objectivité. Elle est un champ du signe qui assèche celui de l'expérience, du récit, anéantissant la transmission de tout narrateur. L'écho de la lyre d'Orphée a chuté. Nos îles de silence, nos archipels intérieurs sont emportés les unes après les autres par une immense vague destructrice. Nous surnageons en survivance et nous nous débattons pour garder la tête hors de cette eau algorithmique. Les yeux tendus vers le ciel, contemplant les étoiles, ce firmament vide et scintillant comme un ciel promis. Ça, c'est la première chose que j'avais envie de lire. Et dans la transition, je vais lire un poème qui est en fait l'ouverture d'un texte dont je situerai l'auteur et l'espace et le temps après l'avoir lu. Mythologie de l'homme. Ils ont creusé dans ma poitrine à coups de bêche. Ils ont fossoyé sur mon cœur. Ils ont fouillé dans mon regard avec leurs doigts pour essayer de voir. Mon cerveau comme une noix qu'on casse, mes entrailles comme un jardin. Ils ont écartelé mes mains. Ils ont cogné sauvagement ma solitude à coups de crosse sans la briser. Ils m'ont tordu comme une corde. Ils m'ont foulé,
Ils ont foulé mon sang comme un vin de septembre. Les murs se sont couverts de mon nom encore chaud. Ils ont fait éclater mon sexe sous le talon de leurs bottes, et ce fut une étoile de plancher. Mes nerfs et mes veines en paquets, comme des algues sur une fourche, et mes cheveux et mes artères sur un charroi très lentement, puis sur le tas. Avec les autres, après le voyage. Ils y sont revenus encore. Ils se sont remis à chercher, comme des fous méticuleux, partout. Mais ils n'ont pas trouvé le minéral de l'homme. Car ils étaient nombreux, et vous savez, jouer leur jeu, c'est perdre la partie. Nous n'avons pas joué. Voilà. Ça, c'est un texte de Armel Gern, dans un recueil qui s'appelle Mythologie de l'homme, qu'il a écrit juste, qu'il a édité juste après la Libération en 1945. Donc, ce sont des récits, des poèmes, des essais qu'il a écrits durant la guerre. Alors, si j'ai encore le temps, il faut vraiment me couper hein, si ça devient pénible. J'ai mis mon chronomètre, je suis à 6,26. Deux choses encore. Encore un texte que j'ai écrit ce matin. C'est très imparfait parce que c'est une première prise de notes pour éventuellement écrire et, comme disait Boileau, remettre 20 fois sur la planche le travail. Mais c'était aussi une sorte de référence et de révérence à ce festival, au festival et à son nom, le chant de transition. Je dirais ça et puis je dirais une dernière citation et j'en aurai fini. Alors je vais broder parce qu'il y a vraiment des moments où c'est pas terrible. Chant de la transition. Il faut se mettre d'accord sur ce chant. Accorder la lyre d'espérance. De quoi parlons-nous? À une époque où chaque mot est remâché continuellement, de bouche en bouche, en cette heure où le mot mastiqué comme une gomme perd la saveur originelle de sa racine odorifère, un abîme se tend. L'enjeu d'une transition aujourd'hui semble être de l'adosser à d'autres termes. Transition écologique, transition énergétique. Le passage au travers de quelque chose. La transition, on dirait que la formule cache toujours un autre, un mot. Il y a quelque chose derrière la transition. Ni écologique, ni énergétique. Quelque chose qui passera au travers et en sortira indemne. Posons-nous la question de savoir qui est l'hôte nuptial de ce passage, de cette transition. La réponse est peut-être sous nos yeux aveuglés. Je tente un mot, le développement, celui que l'on souhaite durable. Le développement qui est fantasmé comme un processus de croissance infinie, d'où l'éternel retour devient une trahison. L'hubris de la domination et de la puissance, car le développement dit advenir coûte que coûte, à n'importe quel prix. Les historiens sont des prophètes de malheur, et cela fait depuis longtemps que l'on ne les écoute plus. Espérer dans ces conditions la transition, cette transition-là, c'est espérer d'être pénétré par quelque chose qui nous engourdira et nous effraiera en un peu plus de peur. Nous sommes transis, arrêtés, interdits, tétanisés par le programme que d'aucuns décrivent comme la solution. Je parle du développement actuel des choses. Tendre vers cette acception de la transition signera peut-être notre perte dans le froid et la nuit civilisationnelle. Mais dans le mot transition, on peut l'imaginer d'une autre manière. Et c'est ça aussi la révérence et ce que je voudrais tendre. Non plus la simple translation d'un lieu vers un autre, mais la métamorphose, la transmutation.
pulsation, rythme, éternel retour, le cycle des saisons qui revient. Transformer, transmuter le développement en son pôle opposé, peut-être, pour que chacun se rencontre et se marie chimiquement. Qu'est-ce que ce serait, ce mot opposé à développement? J'en propose un. Ça pourrait être le mot décréation. Un chant de la transition qui voudrait s'aventurer sur une lande nouvelle devrait pouvoir errer dans ce paysage de la décréation. Non pas détruire, mais dénouer en diminuant, pour que nous puissions à nouveau entendre, écouter le chant minéral des choses, de l'univers, du cosmos. Il faut qu'il grandisse et moi je diminue, disait Saint Jean-Baptiste. Moins de produits, moins de production, moins de manufacture, moins de création. Diminuer, c'est laisser alors peut-être le chant de la fêlure parler, de pouvoir l'écouter, c'est laisser le silence, le pli, l'interstice, voir la béance faire son retour. Laisser à soi la possibilité de penser, de méditer sur le cosmos et le chaos. L'expérience de penser de notre mort pour réensemencer peut-être la vie même. Ce qui nous relie, c'est ce qui nous permet de faire entendre cette musique. Un chant de la transition, d'une totalité qui nous relie à chaque être, à chaque animal, à chaque végétal, à chaque minéral. Et nous reprendrons alors le dialogue avec les pierres. Tout chant de transition est avant tout destiné aux ruines, aux décombres et à la pierre. Donc ça, c'est la petite tentative de ce matin qui est bien imparfaite, qu'il faudrait creuser. Et je vais terminer par une très belle citation qui sera totalement en résonance et dont je dirai l'auteur après, parce que c'est bien que ça résonne dans l'espace-temps avant qu'on le situe. Or, ces débris d'une antique splendeur humaine, à la recherche desquels le curieux pénètre les déserts de la Perse et les solitudes de l'Inde, ne sont pas les véritables ruines. La terre entière est une grande ruine, où les animaux séjournent comme des fantômes, les hommes comme des esprits, où 1000 forces et trésors cachés sont comme emprisonnés par des puissances nuisibles ou ensorcelés par un magicien. Et ce sont ces forces réprimées que nous voudrions accuser, au lieu de penser bien plutôt à les libérer d'abord en nous. Ça, c'est une citation de Schiller, poète et penseur allemand du XIXe siècle, dans son recueil, dans un texte, un dialogue qui s'appelait Clara. C'est aux éditions de Lerne, il n'est pas à côté de moi. Voilà. Et j'en ai fini. Merci, Michael. On a navigué beaucoup sur les transitions et le festival. Effectivement, ça me permet de dire aussi un petit mot, parce que ça, je ne l'ai pas précisé en intro. Donc Florence, ben voilà, c'est une habituée du festival et de certaines postations, comme la librairie, entre autres, pour ceux qui connaissent le festival. Shadi, ben voilà, ça fait déjà 2 éditions qu'elle nous accompagne, du midi en minuit et du minuit en midi. Et elle est aussi chargée de coordonner les musiciens pour la création de la traversée de la nuit, pour le prochain festival, pour les 3 prochaines, parce que le chant de la transition, c'est 3 ans, hein, c'est sur 3 ans que nous allons les développer. Donc même si on nous obligeait d'annuler cette année, on y rêvera bien un jour, quoi. Hein, si c'est pas 2021, ce sera 2022, ce sera 2023, on baissera pas les bras. Tant que la vie nous prête vie, nous serons là pour la tenter. Et Michael sera aussi l'un des musiciens, des artistes musiciens de cette nuit, de cette traversée de la nuit. Et j'ai mis en commentaire de ce moment
quelques vidéos, quelques liens où vous pouvez écouter ce que vous ne pourrez pas écouter maintenant, vu que la musique ne passe pas avec ce système que nous utilisons, ne passe pas bien. Donc, vous pouvez écouter dans le silence de chez vous, avec des écouteurs, c'est encore mieux. La musique de Shadi, la musique de Mickaël. Et on va terminer donc avec Shadi. Shadi, salut. Oh, bonjour. Alors, moi, j'ai choisi de vous parler de métaphores dans la littérature et la poésie persane. Métaphore est aussi dans le sens de métamorphose aussi. Il y a tout ce que vous pouvez imaginer à partir de métaphores. Et surtout que ça a beaucoup influencé l'expression même au quotidien. Chez les Iraniens, on adore parler avec les métaphores. Si vous connaissez les Iraniens, vous allez le remarquer très, très vite. Alors, notre langage poétique est chargé de ces métaphores et chaque poète a un petit peu sa signature. J'ai choisi quelques poètes, mais là, avec le temps, je sens que je dois m'excuser auprès de quelques poètes. Mais je vous laisserai la référence sur les commentaires de la même vidéo. Alors, je commence par Khayyam, que vous connaissez peut-être déjà parce que lui, il était un des premiers poètes à être traduit en Europe dès le 19e siècle en anglais. Alors, Khayyam, que vous prononcez aussi en français Khayyam, Omar Khayyam, c'est Omar Khayyam. Un exemple de ces quatrains, c'est « Tu n'as pas aujourd'hui de prise sur demain, mais y songer, c'est se donner l'esprit chagrin. Ne gâche pas l'instant tandis que ton cœur veille, ce qui te reste à vivre est encore incertain. » Alors, de ce type de poème, qui est déjà la forme poétique, c'est le quatrain. Quatrain, c'est 4 quarts. Donc, 4 quarts de phrase qui fera un poème. Donc, از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن فردا که نیامده است بیداد مکن بر نامده و گذشته بنیاد مکن حالی خوش باش و عمر برباد مکن. Alors comme ça, il y en a plein de manières qu'il a dit différents mots. ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود نی نام ز ما و نی نشان خواهد بود زین پیش نبودیم و نبود هیچ خلل زین پس چو نباشیم همان خواهد بود. Alors, quand il parle de profiter du présent, que plus tard, on ne sait pas du tout ce qui nous arrivera, et le passé aussi, de toute façon, on ne pourra rien changer. Ça parle aussi beaucoup de la joie, de jouissance, de vin, de taverne, la bien-aimée, sa beauté. Donc, c'est un poète épicurien, on va dire. Mais il ne faut pas oublier que c'est un très grand savant. C'est lui qui a inventé le calendrier persan, le calendrier solaire. C'est un calendrier assez imbattable. Et il a une marge d'erreur sur beaucoup, beaucoup d'années. Si vous êtes intéressé par les calendriers. Et alors, il y a une deuxième location préférée de Khayyam, à part Taverne, c'est l'atelier de Maître Potier. Du coup, on parle beaucoup de la poterie, l'atelier, donc le Maître Potier, la coupe de vin, la coupe en terre, la poussière dans l'atelier. Parce que déjà, dans d'autres poèmes, dans d'autres quatrains, il parle il dit voilà, on va mourir, on rejoint la terre, on deviendra la poussière. Et où va finir cette poussière? Eh bien, dans l'atelier de Maître Potier, qui en fera peut-être une coupe de vin. Et alors, maintenant que j'ai la coupe dans ma main, remplis-la, je vais m'enivrer. چندان بخورم شراب که این بوی شراب آید ز تراب چون شوم زیر تراب تا بر سر خاک من رسد مخموری از بوی شراب من شود مست و خراب. Je boirai tant et tant qu'une odeur de vin fort sortira de la tombe où dormira mon corps, et que les gens passant tout près du cimetière, s'ils sont à peine gris, tomberont ivres morts. Alors, quand on parle de métaphore, je vais aussi parler de Saadi. Alors, Saadi,
Voilà mes références. Je ne sais pas du tout s'il y a des traductions, des bonnes traductions de ces Razal, mais lui, c'est un maître de vie de tous les jours. Donc, il nous apprend, il apprend la vie poétiquement, avec avec beaucoup de finesse, beaucoup de délicatesse et beaucoup de métaphores. Et par exemple, un Razal, en fait, c'est Saadi, ça commence comme ça, c'est Saadi qui s'endort pas la nuit, c'est Saadi, insomniaque. Bon, c'est des poèmes qui datent d'il y a à peu près 10 siècles. Et il entend la conversation de deux amoureux. Et qui sont ces deux amoureux? C'est un peu ces deux-là dans notre... d'accord. Et Saadi, c'est un peu dans notre... ces deux amoureux-là dans notre littérature, c'est un peu notre Roméo-Juliette. Et comme on adore le métaphore, c'est en fait une histoire d'amour entre une bougie et un papillon de nuit. Elle dit, en fait, c'est le papillon qui dit à la bougie, elle dit, moi, je suis amoureux. Je tourne autour de toi, autour de ta flamme, et je me brûle, voilà, mais bon, toi, mais pourquoi tu pleures ces larmes brûlantes? Pourquoi? Et la bougie lui répond, bon, Saadi le dit mieux, hein, je traduis un peu comme ça. Bougie lui répond, bon, l'amour n'est pas fait pour toi. Tu t'envoles autour de ma flamme, mais dès que tu t'approches un petit peu et que tes ailes brûlent, tout de suite tu t'éloignes. Regarde, moi, je suis debout, je me consume en silence, je pleure cet amour. Et bon, on connaît, c'est un Razal assez long, on connaît la fin de l'histoire, hein, c'est avant l'aube, le papillon qui a fini par se jeter dans la flamme de bougie et la bougie s'est consumée. Et dans la mort, Saadi parle de la transformation. Alors là, je lis un extrait de ce Razal magnifique. شبی یاد دارم که چشمم نخفت شنیدم که پروانه باشم گفت که من عاشقم گر بسوزم رواست تو را گریه و سوز باری چراست بگفت ای هوادار مسکین من به رفتنگبین یار شیرین من چو شیرینی از من به در می رود چو فرهادم آتش به سر می رود همی گفت و هر لحظه سیلاب درد فرو می دویدش به رخسار زرد که این مدعی عشق کار تو نیست که نه صبر داری و نایارای ایست تو بگریزی از پیش یک شعله خام من استادم تا بسوزم تمام تو را آتش عشق اگر پر بسوخت مرا بین که از پای تا سر بسوخت. Donc c'est très bon mais je résume très vite. Pour quand même lire un peu de Hafez. Hafez, c'est un peu le membre invisible de chaque famille iranienne. Hafez, en fait, on se connaît par cœur. Il m'a vu grandir, il m'a accompagné dans presque toutes les étapes de ma vie. Et il a vraiment une place extrêmement importante chez les Iraniens. Peut-être vous vous demandez pourquoi il n'y a pas de bonnes traductions de Hafez, parce que Hafez, c'est un peu cet éléphant qu'on n'arrive pas à bien voir dans le noir et qu'on touche chaque partie de son corps et qu'on a une idée juste et réelle de ce qu'on a senti, mais que ce n'est pas finalement la globalité de ce que c'est. Si j'avais choisi une traduction, c'est en fait une des interprétations qui s'est renfermée dans le corps de cette traduction. Et au fond, moi, j'ai toujours envie de laisser les gens interpréter en fait comme ils veulent, mais bon, après, avec les traductions, j'en ai pas énormément. Alors, si je vous le lis, c'est juste parce que j'adore Hafez et que c'est extrêmement musical. Donc, je lis vite fait et je passe sur un autre poète. زلفا شفته و خوی کرده و خندان لب و مست پیرهن چاک و غزلخوان و صراحی در دست نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان نیم شب یار به بالین من آمد بنشست سر فراگوش من آورد و به آواز حزین گفت که ای عاشق دیرینه من
خوابت هست. عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند، کافر عشق بود گر نشود باده پرست. برو ای زاهد و بر درد کشان خورده مگیر، که ندادند جز این تحفه به ما روز الست. آنچه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم، اگر از خمر بهشت است و گر از باده مست. خنده جام می و زلف گرهگیر نگار، ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست. Alors, un autre poète, ça c'est pour le plaisir de percussionniste que je suis, et parce que ces poèmes sont extrêmement rythmiques. Alors là, je vous donnerai même pas la traduction parce que Maulana Rumi, je pense qu'il n'y a que dans son langage qu'on réalise à quel point c'est rythmique. Et ça, c'est un de ces recueils. Je ne sais pas comment j'ai fait de ramener tous ces livres ultra lourds de Téhéran jusqu'à ici, mais bon. Et, alors, lui, la transformation chez lui, c'était par la rencontre avec Shams, un autre grand maître, parce que lui, il était déjà un très grand maître, très connu déjà à son époque. Et l'amour de lui pour Shams l'a vraiment transformé. Et la légende dit qu'il s'est mis à danser et dire des poèmes, et ce sont ses disciples qui ont transcrit. Et c'est pour ça que il est associé beaucoup à la confrérie des derviches tourneurs. Et si on lit ses poèmes, rien qu'en lisant ses poèmes, on pourra vraiment danser avec, pas besoin de percussion. Donc, pour les musiciens, c'est une grande source d'inspiration. C'est déjà une partition parce que il y a beaucoup de mots répétitifs, beaucoup de syllabes répétitives et beaucoup de même mini-phrases répétitives que leur utilité, en fait, dans le corps de Ghazal, c'est comme une croche ou double croche qui servent à avancer la musique et donner l'élan. Donc, en traduction, on traduit l'essence de chaque poème de Maulana. Après, c'est presque une prose, en fait. C'est-à-dire qu'on se demande comment il faisait pour tourner et danser avec, mais en fait, il faut le lire en persan. Et donc, l'essence de chaque poème à lui, par exemple, c'est lui quand il parle de la fusion avec le divin. Quand on parle de cette étape de soufisme, voilà, mais à la fin, lui, il dit si je me dissoudre dans l'amour, dans le divin, eh bien, je suis le divin, je suis Dieu. Et alors, ça, on ne parle pas de l'orgueil, évidemment. C'est pour lui, c'est que donc, je suis Dieu, tu es Dieu, nous sommes des dieux. Et donc, ce qu'on n'a pas à chercher en dehors de nous, parce que tout est en nous. Et alors, dans ces poèmes, parfois, il y a des centaines de poèmes. Ça parle de la même chose, de ça, mais de différentes manières, avec différentes métriques. C'est vraiment en métriques qui sont des noms. En fait, on a sorti carrément des noms des métriques. C'est comme si on dit des Ghazal en 6-8, en 6-16 ou en 2-4 ou en 7 Donc, voilà. بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود دیده عقل مست تو چرخه چرخ پست تو گوش طرب به دست تو بی تو به سر نمی شود. La phrase répétitive ici c'est بی تو به سر نمی شود. جان ز تو جوش می کند دل ز تو نوش می کند عقل خروش می کند بی تو به سر نمی شود. خمر من و خمار من باغ من و بهار من خواب من و قرار من بی تو به سر نمی شود. جاه من و جلال من توی جاه من. Alors là je résume pour arriver à la fin. گر تو نباشی یار من گشت خراب کار من مونس و غمگسار من بی تو به سر نمی شود. بی تو نه زندگی خوشم بی تو نه مردگی خوشم سر ز غم تو چون کشم بی تو به سر نمی شود. Donc évidemment, je ne vais pas du tout vous lire tout ça. Il y a quand même un autre poème que c'est comme une espèce de dialogue quand il parle de quand dans le divin il voit le tout, donc en lui il y a le tout et dans le tout il y a tout
le contraire. Donc, dans tout et le contraire, il les nomme dans ce poème. Toujours avec un métrique que si le DAF ou le ZAR passait, j'aurais pu le faire. D'ailleurs, ça sert pour... moi, quand j'ai commencé le ZAR, j'étais ado à l'époque, avec quelques phrases que j'avais apprises, par exemple, en 6-8, mon maître m'a dit, bon, tu prends Molana, Rumi, le Divan Échange, tu récites et tu joues. Comme ça te fera des heures d'entraînement de ZAR. یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی سینه مشروح تویی بر در اسرار مرا نور تویی سور تویی دولت منصور تویی مرغ که تور تویی خسته به منقار مرا قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی غم تویی زهر تویی بیش میازار مرا حجره خورشید تویی خانه ناهید تویی روزه امید تویی راه ده یار مرا دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی پخته تویی خام به مگذار مرا etc. J'ai pas fini, mais on fait comme si j'ai fini. Et alors, tous ces poètes sont de périodes, on va dire, d'il y a des siècles, mais c'est comme d'aujourd'hui. Pour moi, c'est pendant ces périodes de ces 2 mois, comme si j'étais avec eux et qu'ils ont exprimé chaque chose que moi-même, j'aurais pu exprimer avec mes instruments en scène, sur scène pour le public. Ils parlent d'aujourd'hui, de ces... on les connaît beaucoup plus parce qu'ils ont beaucoup été traduits. On dit toujours pourquoi les Iraniens parlent des poètes d'il y a des siècles. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi de parler de Sohrab Sepehi. En fait, son recueil de poésie. Sohrab, c'est aussi un peintre aquarelliste. Et les métaphores qu'il utilise dans ses poèmes qui ne sont pas métriques, donc dans Sohrab, on ne va pas sentir ça. Mais il y a une métrique interne. Les métaphores dans les poèmes de Sohrab sont aussi fins que l'aquarelle qu'il a fait. Alors là, c'est un poème que j'ai choisi. Je demande à David de lire la traduction en français parce que vous avez la chance d'avoir justement Sohrab en bilingue. Alors, regardez le bilingue parce que c'est Maelstrom qui a traduit Sohrab. Donc, là où je vais à chaque fois, je ramène ce livre pour le présenter parce que souvent les gens ils cherchent les poètes contemporains en Iran. Alors, David, je te laisse en français. Voilà, en duplex. L'adresse. Où est la maison de l'ami? C'était l'aube quand le cavalier le demanda. Il y eut comme une hésitation dans le ciel. Le brin de lumière que le passant avait aux lèvres, il l'offrit à l'obscurité des sables, et il montra du doigt un peuplier et dit « Juste avant l'arbre se trouve une allée plus verte que le songe de Dieu. Et là, l'amour est aussi bleu que les plumes de la sincérité. Tu vas jusqu'au fond de cette allée qui paraît au-delà de la maturité, puis tu te tournes vers la fleur de la solitude. À 2 pas de la fleur, tu t'arrêtes. Au pied de la source éternelle des mythes de la terre. Et là, tu es envahi par une peur blanche. Au cœur de la fluidité de l'espace, tu entends comme un froissement. Tu vois un enfant monter tout en haut d'un pin, recueillir dans ses mains l'oisillon dans le nid de lumière, et tu lui demandes « Où est la maison de l'ami ?» Voilà. خانه دوست کجاست؟ در فلق بود که پرسید سوار. آسمان مکسی کرد. رهگذر
شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شنها بخشید و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت نرسیده به درخت کوچه باغی است که از خواب خدا سبزتر است و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است. می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ سر به در می آرد. پس به سمت گل تنهایی می پیچی. 2 قدم مانده به گل پای فواره جاوید اساطیر زمین می مانی و تو را ترسی شفاف فرا می گیرد. در صمیمیت سیال فضا خشخشی می شند. کودکی می بینی رفته از کاج بلندی بالا جوجه بردارد از لانه نور و از او می پرسی خانه دوست کجاست؟ Merci Shadi. Merci. David, si vous avez des références de traduction des livres traduits de persan, si vous avez des bonnes références, parce que la poésie persane, c'est la seule poésie que je ne lis pas en français ou en d'autres choses. Donc, j'ai 0 référence pour vous donner. Donc, n'hésitez pas à remplir de commentaires, de références. Alors, Flo, on va terminer par un petit texte à lire, tu disais. Pas tout à fait petit, mais encore un texte que je n'ai pas lu dans la foulée du premier texte que j'avais lu. Donc, c'est un poème qui s'appelle « Recours didactique ». Je dirai après de qui il s'agit. Mes camarades au long cours de ma jeunesse, si je fus le haut lieu de mon poème, maintenant, je suis sur la place publique avec les miens, et mon poème a pris le mort obscur de nos combats. Longtemps, je fus ce poète au visage conforme, qui frissonnait dans les parallèles de ses pensées, qui s'étiolait en rage dans la soie des désespoirs, et son cœur raillait la crue des injustices. Or, je vois nos êtres en détresse dans le siècle. Je vois notre infériorité et j'ai mal en chacun de nous. Aujourd'hui, sur la place publique qui murmure, j'entends la bête tourner dans nos pas, j'entends surgir dans le grand inconscient résineux les tourbillons des abattis de nos colères. Toi, mon amour, tu te tiens droite dans ces jours. Nous nous aimons d'une force égale à ce qui nous sépare. La rance odeur de métal et d'intérêt croulant. Tu sais que je peux revenir et rester près de toi. Ce n'est pas le sang, ni l'anarchie ou la guerre. Et pourtant, je lutte. Je te le jure. Je lutte. Parce que je suis en danger de moi-même à toi, et tous deux, le sommes de nous-mêmes aux autres. Les poètes de ce temps montent la garde du monde. Car le péril est dans nos poutres, la confusion, une brunante dans nos profondeurs et nos surfaces. Nos consciences sont éparpillées dans les débris de nos miroirs, nos gestes des simulacres de liberté. Je ne chante plus. Je pousse la pierre de mon corps. Je suis sur la place publique avec les miens. La poésie n'a pas à rougir de moi. J'ai su qu'une espérance soulevait ce monde jusqu'ici. Et donc c'est un poème qui s'appelle Recours didactique, qui est de Gaston Miron, qui est un poète québécois. Donc c'est un extrait de L'Homme rapaillé. Donc ça c'est une édition des presses de l'Université de Montréal qui date de 1978.
mais il a été réédité chez Gallimard. Voilà. Merci Florence. De rien. Merci Chadi. Merci Michael. Et voilà, c'est toujours gai de revoir les amis en ces temps de confinement ou post-confinement. Je mettrai aussi les références du livre de Sorab dans le commentaire, parce que j'ai pu juste mettre celle du bootleg de Florence. Demain, en fait, pendant 3 jours de suite, je vais encore recevoir du monde. Donc demain, ce sera Annie Lulu de Paris, Annabelle Jou et Jean d'Amérique de Bruxelles. Mercredi, ce sera une spéciale d'amateurs de poésie et de passeurs de poésie avec Mélanie Godin, des Midi de la Poésie, Ludivine Joanneau, de la bibliothèque de Braine-l'Alleud, et Marcello Oro, de la boutique Maestrom, qui nous feront découvrir des choix personnels. Jeudi, on va aller au Québec, figure-toi, avec Jean-Marc Desjans. Ah oui. Ah ouais. Grand poète aussi, contemporain, Jean-Marc Desjans, et Gauthier Keyart, qui nous accompagnera surtout pour nous parler un petit peu de la collaboration entre les deux sur des performances. Et lundi, on retourne à Montréal. Maud Clark. Oh, chouette. Maud Clark, grande habituée du festival, et qui sera avec Ada Mondes, qui ne sait pas encore où elle sera en France, parce que Ada est une vraie nomade. Et donc, il sera quelque part entre Marseille, Paris, elle ne sait pas très bien. Donc, elle sera quelque part sur le territoire français à ce moment-là. Mais on sait que Mo sera à Montréal. Donc, ça faisait longtemps que j'avais envie qu'on passe l'océan, mais on va enfin le passer. Si vous avez des amis très lointains qui ont envie de participer, signalez-le moi. Des gens d'Asie, des gens d'Océanie, des gens d'autres planètes aussi. Parce qu'on le sait depuis quelques jours, voilà, on est en train de subir une invasion extraterrestre un peu négative. Il n'y a pas que les extraterrestres négatifs. Donc voilà, si vous connaissez des poètes venant de Sirius, surtout, ça m'intéresse personnellement. Parce que ça fait longtemps que j'en entends plus, j'en écoute plus. Voilà, je vous embrasse et je vous dis... Merci David. Merci. Bonne soirée. Pour tout ce que vous avez donné, des choses profondes, fortes et toutes très différentes. Et en particulier, voilà, c'était une façon intéressante aussi, ce que tu as amené, Chadi, de nous amener la langue persane avec une introduction à chaque fois pour nous faire saisir ce que ces poètes pouvaient évoquer pour toi et pour certains Iraniens. Voilà, ce sont des musicalités différentes. Merci beaucoup. Et merci pour votre profondeur à vous trois. Merci. Au revoir. Que j'avais envie de vous réunir. Merci. Au revoir. Bientôt.